Alors, Monsieur le Président, enfin, c'est bien le mot. Ottawa a enfin compris la nécessité de se pencher sur la sécurité aux frontières. Ottawa a toujours fait la sourde oreille dans les dernières années face aux appels venant de toutes parts, dont les nôtres. Et maintenant, Ottawa semble entrouvrir un de ses deux yeux. Il est fort dommage qu'il ait fallu attendre que nouvellement en poste, le président Donald Trump ait multiplié les commentaires hostiles et les menaces tarifaires pour qu'Ottawa constate qu'elle devait feindre reprendre la question de sa sécurité frontalière au sérieux. J'étais d'ailleurs à Washington, moi, la semaine dernière, avec le chef du Bloc québécois et le député de Lac-Saint-Jean, qui vous salue du même coup. Et les Américains sont toujours très inquiets par rapport à la question de la sécurité frontalière. Pourtant, il y a longtemps qu'on pousse pour une lutte accrue à l'exportation des véhicules volés, pour la réduction du nombre de demandeurs d'asile, pour qu'on prenne en charge l'entrée du fentanyl et la question aussi du blanchiment d'argent, qu'on s'attaque à tout ça. Ça fait longtemps qu'on en parle. On ne pouvait pas dire du côté que dans les officines du gouvernement, personne ne l'avait dit, qu'on ignorait la problématique. Pas de chance, il a fallu attendre que les relations canado-américaines soient radicalement ébranlées pour qu'on assiste à un semblant de réveil. On va regretter cependant que ce réveil tardif, ça soit un projet de loi extrêmement volumineux, très technique, mais lourd potentiellement de conséquences. Un projet de loi de 130 pages. Un projet de loi qui modifie par ailleurs pas moins de 12 lois, qui ne pourra pas être étudié à la va-vite, qui ne pourra pas être traité à la légère. On regrettera aussi que ce même projet de loi soit potentiellement chargé en atteinte à la vie privée et aux droits et libertés. Si nous appuyons, si le Bloc appuie, à ce stade-ci, le projet de loi C2, pour qu'il soit analysé en comité, pour que des experts, pour des groupes, pour des individus qui sont touchés puissent être entendus, il faut être clair sur le fait qu'on ne va pas accepter de procédures accélérées, on ne va pas accepter de bâillons, on ne va pas accepter de courtes études ou tout autre stratagème du genre qui va viser à nous le faire entrer dans la gorge. 130 pages, c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de technique. Il y a beaucoup plus de questions que de réponses là-dedans et il faut faire le travail comme il faut. Parlons tout d'abord du volet immigration du projet de loi. C2 confère davantage de contrôle au ministre sur les demandes d'asile, lui permettant de faire un examen complémentaire de toutes les demandes d'asile, même si celles-ci ont été jugées recevables par les agents. Le ministre doit autoriser une demande avant qu'elle soit envoyée à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada. Donc, il obtient également le pouvoir de déterminer qu'une demande d'asile a été retirée. C'est donc au ministre que revient le pouvoir de fixer par règlement les exigences. Il ne sera pas non plus possible de faire comparaître le ministre et son équipe à la section de la protection des réfugiés. Ça, c'est quand même gros. Le projet de loi stipule aussi que les demandeurs vont devoir être sur le territoire canadien pour faire entendre leur cause. Si on comprend pourquoi le projet de loi accorde au ministre le pouvoir de suspendre, de refuser d'examiner des visas de résidents permanents et temporaires, des permis de travail ou des permis d'études, si on salue l'intention derrière ces élargissements de pouvoir, il faut impérativement qu'une étude approfondie nous indique s'il va y avoir des conséquences sur les résidents permanents sélectionnés par le Québec. Considérant la religion canadienne pour la centralisation croissante, on a des raisons de ne pas être rassurés spontanément. Qui plus est, on se réjouit qu'Ottawa ait enfin entendu raison sur la fameuse question du 14 jours. Qu'est-ce que c'est le 14 jours? Bien sûr, c'est l'idée qu'une personne qui est entrée par une voie autre que par un poste frontalier formel puisse déposer une demande si elle ne s'est pas fait attraper pendant les 14 premiers jours suivant son passage sur le territoire. C'est une exception qui carrément encourage à traverser illégalement. C'est supprimé pour mener plutôt à une exception, une expulsion de l'intrus. Le volet concernant le renforcement des pouvoirs des services frontaliers, il est plein de bonnes intentions, mais il y a fort à parier que le manque d'effectifs va plomber les efforts d'Ottawa. Allons-y tout d'abord au niveau des intentions, justement. Donc, obligation pour les transporteurs exploitants d'entrepôts à donner accès à des locaux pour permettre aux agents de l'Agence des services frontaliers d'inspecter des marchandises destinées à l'exportation.
C'est une bonne idée. Ajouter des activités liées à la sécurité au mandat de la garde côtière en lui permettant désormais de faire des patrouilles et d'échanger de l'information. Pas de mauvaise idée en apparence non plus. Permettre un meilleur partage de renseignements par la GRC concernant les délinquants sexuels et modifier le seuil légal de divulgation des renseignements recueillis dans le registre national des délinquants sexuels. Mais le problème maintenant, c'est comment on fait appliquer tout ça. Plein de bonnes idées, des nouveaux mandats, mais pour des institutions qui ont du mal à recruter, puis qui ont aussi des problèmes de rétention de leur monde. Le Parti libéral promettait, dans sa plateforme, d'embaucher 1000 agents supplémentaires à la GRC, puis 1000 de plus à l'Agence des services frontaliers. Alouette, rien que ça. Mais maintenant, comment? Ça, on ne le sait pas. Selon le syndicat des douaniers, celui-là même qui est à peu près jamais consulté quand Ottawa prépare toujours des nouveaux fiascos coûteux aux frontières, là, il manquerait près de 3000 agents à l'Agence des services frontaliers du Canada pour accomplir son mandat. Sans procéder à ces embauches, tout renforcement réel de la sécurité frontalière demeurera au stade des vœux pieux. Ottawa doit aussi permettre aux agents de l'agence de patrouiller entre les postes frontaliers. Puis ça, on n'a besoin d'aucune modification légale, juste une modification réglementaire. Juste ça, ça viendrait aider. Puis c'est très, très facile à faire aussi. Mais là, maintenant, c'est au chapitre du respect de la vie privée et des droits et libertés que le bas blesse le plus. Ou peut-être que oui, peut-être que non. On ne le sait pas encore. Mais ici, on ne parle pas seulement d'inefficacité, mais de potentielles dérives liberticides. Certes, bien sûr, la vie en société, c'est un équilibre parfois précaire, précisons-le, entre sécurité et liberté. Puis la lutte au crime, bien sûr, ça implique qu'on donne les moyens nécessaires aux forces de l'ordre pour faire leur travail. Là-dessus, rien à dire sur le principe. Il y a cependant lieu de craindre que le projet de loi ne mène à une dérive sécuritaire, alors même que la surveillance de nos faits et gestes est déjà en accroissement perpétuel dans toutes les sphères de nos vies aujourd'hui en 2025. Simplifier les procédures, c'est une chose. Mettre en place un dispositif extrêmement intrusif, c'en est une autre. Cela mènerait-il au droit, par les forces de l'ordre, d'ouvrir le courrier des particuliers, comme ça a été évoqué? Chose certaine, le projet de loi évoque l'obligation pour les fournisseurs de services électroniques de soutenir les enquêtes des organismes d'application de la loi et le SCRS en répondant à leurs demandes et en interceptant des renseignements et des communications. Il permet aussi à une banque, à une caisse ou une compagnie d'assurance de recueillir et d'utiliser les renseignements personnels d'un individu à son insu, sans son consentement, dans certaines circonstances. Puis ça, c'est juste des exemples. Est-ce que ce sont des dispositions qui sont justifiées dans certains cas? Quand de l'autre bord, est-ce que les craintes des groupes et des experts en droit civil, elles, le sont justifiées? Parce qu'on en reçoit beaucoup, on entend énormément de témoignages. J'insiste là-dessus. L'équilibre entre sécurité accrue et protection des libertés est-il en train d'être bouleversé au profit de la première et au détriment de la seconde? Impossible de trancher à ce stade-ci, mais il y a des drapeaux rouges, comme on dit. Il y a des choses, il y a assez de matériel pour nous inquiéter là-dedans. Même si le principe du projet de loi nous convient en soi et répond à un besoin, puis qu'on aurait dû y répondre il y a très, très longtemps. Mais ce volumineux projet de loi amène davantage de questions que de réponses. Chose certaine, ça justifie une étude sérieuse et rigoureuse avant de savoir si le projet de loi peut et doit être bonifié et avant de savoir s'il doit être adopté de façon finale, bien sûr. Que cet appui circonstanciel ne soit pas perçu comme un chèque en blanc. Nous veillerons au grain. Merci, M. le Président. Bravo. Bravo.